Bienvenue, chers téléspectateurs. C'est encore une fois un réel plaisir de vous retrouver dans les comptes et pour votre émission dans le cadre, bien sûr, des grandes analyses. Cette grande tribune, on a l'habitude de les dire, qui vous parle, décrypte et analyse l'actualité avec deux invités, soit un invité sur ce plateau, Joatan Bongo et un docteur Arlan Biloukidi est avec nous pour débattre et parler à haute voix concernant les questions de l'ère, mais notamment la politique du pays. On va parler de sujet, le multiple Félix Tshisekedi, lors de son discours, adresse notamment une invitation à l'opposition. On se pose la question, quel sera notamment l'avenir de l'opposition congolaise, parce que déjà, il y a une opposition par moment qui était décriée par certains et fustigée leur comportement des part et d'autre par rapport à la tendance de la politique et à leur appartenance souvent à des accointances avec le pouvoir. On va parler aujourd'hui et place ici, vous avez votre place au sein du gouvernement. Est-ce qu'ils prendront part à la construction du nouveau gouvernement pour ce deuxième quinquennat du chef de l'État? On se pose la question et puis on va parler autre sujet concernant les questions de l'ère de l'actualité, bien sûr le point chaud. Gérard Jekoko Moulumba à la tête de la ville, province de Kinshasa, c'est aussi un sujet qu'on va essayer notamment de débriefer. On se posera la question concernant la ville, province de Kinshasa, l'insalubrité et aussi l'avenir et quid sur le projet Kin Bopeto. Je m'en vais déjà avec le premier intervenant, Joatan Bongo, sur ces plateaux. Encore une fois, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je suis très ravi de répondre à votre invitation et je me présente, je suis Joatan Bongo Kimbambu, membre de la jeunesse de l'Union Sacrée et plateforme chère de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et déjà, d'entrée de jeu, le président de la République a fait un discours. J'aurais souhaité que ça soit beaucoup plus bilingue pour la meilleure compréhension de nos téléspectateurs. Mais ce sera une façon dans laquelle vous allez vous sentir à l'aise dans la langue que vous allez notamment vous exprimer. Est-ce que le chef de l'État, qui a tenu des discours, en fait, son discours avec 6 axes, je dirais, prioritaires, en mettant en accent aussi l'axe de la jeunesse, a mis au centre déjà pour parler de votre structure, l'entrepreneuriat de la jeunesse et autre chose. On peut espérer qu'il y aura notamment des bonnes choses dans ces quinquennats, par contre de ce qui n'a pas été fait au premier mandat. Oui, monsieur le journaliste, nous pensons qu'il y en aura quand même des nouveautés, puisque le président de la République venait de faire ces 5 premières années et il a travaillé avec des personnes qu'il pouvait travailler. Et moi, je pense qu'il a acquis quand même une expérience par rapport à la manière de mieux faire les choses. Et il a compris quels sont ceux-là qui étaient venus autour de lui pour lui aider effectivement à accomplir sa mission, et quels sont ceux qui étaient aussi autour de lui pour tout simplement lui cesser et profiter de tout ce que la population pouvait attendre d'eux. Donc, je pense que le président, quand il a précisé tous ces axes-là, il a eu le temps de réfléchir et il a vu, effectivement, il était temps pour lui. Est-ce que la réflexion suffisait ou il fallait observer ce que vivent les populations congolaises actuellement et ce que vit notamment? C'est d'ailleurs une question qu'on peut se poser par rapport à ce que vit la population quinoise actuellement, par rapport à l'inflation, par rapport à la croissance des taux et des coûts d'achat des denrées alimentaires. Toutes ces questions pourraient tarauder l'esprit du chef de l'État en lieu et place de faire une simple réflexion. Non, cette réflexion est due par rapport au vécu. Puisqu'il est les garants de la nation, la personne l'a mise informée de tout le monde, et il savait, il a eu le temps de voir et il a su réfléchir par rapport à ce qu'il avait vu, et il s'est rendu compte qu'il était temps de booster, puisque parmi les axes qu'il a prévu de créer beaucoup plus d'emplois, et moi je pense que ce ne sont pas des nouveaux mots ou de nouvelles pensées, et puis puisque dans le premier mandat, le président de la République a créé aussi d'emplois.
je vous dirais que le président de la République a créé aussi d'emplois, puisque il y a aujourd'hui plus de 5000 jeunes ou 5000 juristes qui sont aujourd'hui magistrats, et il y a aussi ceux qui étaient, il y a l'inspection générale du travail qui avait lancé un concours, il y a eu des gens aussi qui ont été retenus. Donc moi je pense que au premier mandat, le président de la République a si donné d'emploi, mais seulement il va les renforcer dans le deuxième mandat pour permettre à ce que tous ces jeunes qui finissent l'université dans les différents domaines, que chacun puisse effectivement se retrouver, puisque on ne peut pas se voiler la face et dire que nous vivons mieux ici et qu'il n'y a pas de chômeurs. Non, il y a vraiment des chômeurs, ça c'est arrêté. Il y a des chômeurs, il y a des jeunes qui finissent l'université. Aujourd'hui, ils se lancent dans des histoires qui ne pouvaient même pas le faire. Mais le président de la République nous a promis vraiment, il va beaucoup plus créer d'emplois et aussi continuer le projet de PDL 145 territoire qui aujourd'hui a de la lenteur malheureusement. Mais le projet évolue. Je sais que vous êtes un journaliste très chevronné, vous avez des informations sûres. Il y a des évolutions par rapport à l'applicabilité de ces projets de PDL 145 territoires. Puisque si vous rendez au niveau de Bandundu, des grands Bandundu, il y a le ministre spécial en charge de la communication qui nous a informé réellement de l'évolution des travaux. Tout est en stagnation. Oui, il y a certains travaux qui sont dans la stagnation, mais aussi la grande majorité des travaux. Nous avons vu les bâtiments administratifs au niveau de Maïn, pas qui jadis étaient pratiquement dans un état qu'on ne pouvait pas y croire. Mais aujourd'hui, allez-y, il y a des écoles. Bien compris, reconnaître. Il y a des écoles à l'époque, les enfants étudiaient à même le sol. Mais aujourd'hui, allez là-bas, vous verrez, il y a des écoles vraiment loties et construites. C'est grâce à ces programmes de 145 territoires. Et je vous dis que, messieurs les journalistes, ces programmes s'effectuent aussi dans d'autres provinces. Mais le président de la République tient à ce qu'il puisse les booster encore davantage pour que sur tout le recoin de la République démocratique du Congo, que la population bénéficie de cela. Et on ajoute aussi la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est quelque chose que nous sommes dans l'obligation de retenir, puisque jadis, il y avait un nombre trop exigu d'élèves qui n'étaient pas scolarisés. Mais grâce à la gratuité de l'enseignement instauré par le président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il y a des élèves, le nombre d'élèves scolarisés est maintenant à un niveau trop élevé. Donc c'est quand même un coup bas. Et aussi, nous empruntons la gratuité de la maternité. Chers journalistes, nous avons quand même eu le temps d'aller dans des secteurs de la santé, dans les différents hôpitaux. Je vous dis que sans l'avènement de ces projets, il y a des mamans qui étaient victimes. Est-ce que c'était important et c'était opportun aussi l'avènement de ces projets? Non, oui, c'est très important. Il y a des mamans qui rendent l'âme tout simplement par manque de soins appropriés. Par manque de soins. Vous allez voir une dame qui vient d'accoucher et qu'elle manque de médicaments ou de soins appropriés. Et donc, si le chef de l'État a pu instaurer, mettre en pratique ces projets, c'est tout simplement pour aider nos femmes. Pour aider les femmes. Aujourd'hui, la femme peut mettre au monde gratuitement et il peut être aussi, elle peut voir à ce qu'elle soit traitée de manière aussi. Et la question d'après, on ne peut pas se poser la question par rapport au comment l'enfant pouvait être élevé et comment est-ce que l'enfant peut être nourri. Et la question majeure reste la maternité. Là, c'est une autre paire de manches. Là, c'est une autre paire de manches. Le président de la République fait sa part dans le domaine sanitaire et je crois, à part ce domaine, il va encore entreprendre, il va encore poser quelques jalons pour permettre à ce que les parents qui ont vu leur nouveau-né
puisse aussi être dans la... J'ai une dernière question avant de rendre la parole à M. Arlon. Et aujourd'hui, si on vous posait la question de savoir quel était le contexte de justification de l'avènement du projet de la maternité ou encore gratuité de la maternité, en lieu et place d'abord de commencer de comment est-ce que l'enfant peut être nourri tout en faisant l'effort de pouvoir donner, par exemple, de l'emploi aux parents, à faire asseoir ou encore l'équilibre de vie sociale et tout ça. Pourquoi est-ce que quel est le contexte de justification du projet? Non, nous devrions d'abord, moi je pense que nous devrions d'abord protéger. Ce serait une façon aussi excusez, il y a des femmes, le taux de natalité, non, ce n'est pas une façon de financer le taux de natalité, mais c'est tout simplement une manière de protéger les femmes. Essayez de faire l'investigation dans certains hôpitaux et voir comment les femmes mettent au monde. Là, ici, je suis en train d'interpeller l'inspection générale de la santé. Il y a des hôpitaux des centres de santé qui ne répondent pas aux critères. Imaginez-vous, dans ces centres de santé, il y a une dame qui se dirige là-bas pour me mettre au monde, dans un centre où il n'y a pas de matériel. Est-ce que vous pensez à la venue de cette dame? Cette dame, comment elle sera prise en charge? Donc, moi, je me pense que ces centres de santé qui n'ont pas été l'avènement de ces principes, au contrôle de viabilité, l'avènement de ces projets était simplement pour aider nos mamans, qu'elles puissent mettre au monde de manière à l'aise. Et après cela, qu'elles ne soient pas victimes d'un quelconque mauvais traitement. Merci beaucoup, Jonathan Bongo. Et puis je vais prendre Alain Biloukidi. Vous êtes chercheur panafricaniste. Est-ce que ça vous dit aujourd'hui, le chef de l'État a prêté son serment et il est investi comme chef de l'État pour un deuxième mandat, mais il y a plusieurs questions et priorités dans le chef de la population, malgré que il y a, comme dit Jonathan Bongo, la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement. Mais croyez-vous que ça soit justement une limite par rapport à ce que le chef de l'État devrait faire pour son deuxième quinquennat? Merci beaucoup pour la parole. Vous venez de le dire, je suis un chercheur panafricaniste qui a basé beaucoup ses recherches dans les pays un chercheur pro-Tshisekedi aussi, australe et dans notre propre pays. Si je me souviens, j'ai commencé mes recherches depuis 2003 à l'époque. Je continue jusqu'à aujourd'hui. J'observe la population, je parle avec la population. Ça va faire 21 ans. Puisqu'on dit, je connais les Congos, mais moi, je connais les Congolais. C'est ce qui est beaucoup plus important. Je venais de constater que le président de la République, une des personnes qui a fini par me joindre, donc le président de la République, il vient de dire « Je vous connais mieux maintenant » dans son discours. Pendant qu'il était quinois, comme on l'a dit, oui. Pendant qu'il était congolais, pendant qu'il a vécu avec les Congolais, les Quinois d'ailleurs, en étant à l'opposition avant de devenir chef de l'État, il n'a pas connu les Congolais ces problèmes. Souvent, personne ne connaît les Congolais. Même quand nous vivons dans nos familles, parfois nous nous connaissons très mal. Et parfois nous connaissons très mal qui nous sommes, nous les Congolais. Je vous dis, parce que si nous connaissions ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvions pas même envier un pays quelconque d'Afrique. Non. Il arrive parfois que nous puissions, je vois encore comme dans le dessin animé de Simba, qui ne se connaissait pas, c'est un vieux singe qui est venu lui montrer qu'il était son propre père. Et c'est en ce moment qu'il a eu conscience pour aller reprendre le royaume. C'est très, très significatif, ce dessin animé qui raconte ce qui se passe en RDC. Donc, si nous, les Congolais, nous nous connaissons réellement, aujourd'hui, nous allons prendre notre destin parce que nous avons une destinée mondiale. Le chef de l'État venait de connaître et maintenant les Congolais. Mais est-ce que la priorité de ce que les Congolais peuvent attendre à ce que le chef de l'État puisse faire, ce n'est que la gratuité de la maternité ou la gratuité de l'enseignement? Je crois que la gratuité de la maternité, c'est une chose, celle de l'enseignement aussi en est une très importante. Donc, le président de la République n'a pas mal fait d'avoir commencé par là,
Mais je crois qu'il y a une seule chose, comme je disais, une seule chose qui a compliqué les choses au cours. C'est quoi cette seule chose? La chose, c'est l'accompagnement. L'accompagnement. Avec qui est-ce que le président de la République a cheminé? Comment il a utilisé le processus de sélection de ses accompagnateurs? C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas le travail du chef du gouvernement, le premier ministre. Je crois, étant président de la République, on doit faire beaucoup d'attention pour savoir d'où vient celui qui fait quoi que ce soit. On doit faire beaucoup d'attention. Je me suis rendu compte qu'il y a l'engouement autour du chef de l'État. On l'a enfermé dans un carcan. On lui a imposé un système politique comme d'habitude, où tout le monde pouvait venir. On dit celui-ci est de la majorité, celui-là est de la majorité, et directement il se retrouve dans un poste. Quand vous parlez d'être enfermé dans un carcan, vous faites allusion à ce qui se faisait le jour de son discours par rapport à la cérémonie? Non, je fais d'abord allusion à la présidence elle-même. Je fais allusion à tous ces conseillers, le sillage du chef de l'État. Je fais allusion au gouvernement. Donc ce n'est pas toujours des bonnes personnes qui entourent le président de la République. Pour vous, il n'y a pas une bonne personne qui... Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas une. Il y en a. Il y en a, mais ça ne fait qu'une fine minorité. Ce sont des gens qui sont venus, qui se sont retrouvés autour du pot pour boire, manger. Et maintenant, les résultats sont là. Les résultats ne sont pas en train de refléter la volonté parfaite du chef de l'État qu'il avait au début. D'ailleurs, combien de fois on l'a entendu, n'a-t-on pas entendu le chef de l'État regretter de ne pas voir des bons acteurs dans la justice, de ne pas voir des bons acteurs dans l'économie et dans beaucoup d'autres domaines? Est-ce que tous doivent-ils regretter de la même manière? C'est ce que Joseph Kabila dit, c'est ce que le président Félix Tshisekedi aussi peut dire. Vous pensez que ce n'est pas un aveu de chèque ou une façon de pouvoir endosser une responsabilité qui ne peut peut-être pas être le leur? Ce n'est pas un aveu de chèque, parce que nous avons des choses à proposer au chef de l'État. Quand on est un chef de l'État aussi, on n'est pas toujours, on n'a pas toujours ses mains ouvertes pour embrasser même ceux qui ont mal fait à leurs frères, mais parfois on a aussi le fouet. Voyez, on a aussi le fouet, parce qu'un pouvoir sans contrôle n'a même pas de raison d'exister. Merci beaucoup. Mode opérateur maintenant, en tant que chercheur. Vous avez tout dit, il y a beaucoup de problématiques. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le modus operandi, les chefs de l'État doivent faire comment pour sortir dans cette carcane, pour sortir dans le sillage qui jusqu'à aujourd'hui paraît un clic infernal qui maintient le peuple congolais, notamment en bas de l'échelle, les Congo ne sait pas se décoller. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Le chef de l'État doit faire quoi? Et nous sommes au premier, déjà dans le premier jour de son mandat, le deuxième quinquennat, allais-je dire. Je crois que nous, les Congolais plutôt, nous avons un problème avec la discipline, la plus grande chose. C'est le chef de l'État ou nous, les Congolais? Nous, les Congolais en général. Qu'est-ce que le chef de l'État doit faire exactement? Le chef de l'État doit imposer la discipline. Le chef de l'État doit imposer la discipline dans la gestion, même dans le simple comportement des individus. On doit imposer la discipline. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Il suffit qu'un dirigeant puisse prendre une décision qui sanctionne un certain méfait ou bien une certaine catégorie de gens. Dès que la population s'insurge et puis commence à critiquer la décision, on a peur d'aller jusqu'au bout. On va estomper à un certain niveau, on va s'arrêter et puis tout part comme ça, tout reprend à zéro dans la médiocrité. Prenons par exemple, on a dit qu'il fallait essayer de nettoyer les avenues des constructions anarchiques et tout ça. Mais comme il y avait des maisons de certains généraux, des procureurs et ainsi de suite, eh ben, on s'est arrêté à un certain niveau. Pourquoi? Parce que la population était en train de murmurer, on avait peur et tout ça. Alors si nous voulons que le pays puisse devenir le pays que nous sommes en train d'escompter, il faut qu'on puisse avoir l'habitude d'aller jusqu'au bout. Même s'il faut museler la population. Même s'il faut museler cette population. Je l'ai dit très bien. Ce n'est pas une violation et un abus du pouvoir. Non,
mettre en action une mesure salvatrice qui va sauver le pays, qui va sauver le peuple, qui va sauver même l'honneur, la dignité et la vie de la population, en arriver jusqu'au bout, ça ne peut pas être considéré comme abus de pouvoir. C'est ce qui se fait partout ailleurs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, les plus grandes démocraties. Donc quand on prend une décision, on doit arriver jusqu'au bout. Donc le chef de l'État doit imposer de la discipline, il doit imposer la rigueur. Voilà. Il doit imposer la discipline, la rigueur. Il doit avoir des gens de bonne volonté autour de lui. Tout ne doit pas toujours se passer autour de la politique. Qu'est-ce que je voudrais dire? Ce n'est pas seulement les représentants des partis politiques qui doivent être dans l'administration ou bien dans le gouvernement. Le chef peut regarder. Il écoute, il y a un jeune homme qui a proposé au chef de l'État d'acheter une radio pour suivre tout ce que disent les Congolais. C'était très important. Peut-être ce message-là a été banalisé. Si le chef suit lui-même, jour pour jour, ce que disent les Congolais, il peut identifier beaucoup de Congolais qui sont capables de travailler pour le pays. Et il peut envoyer des émissaires pour que telle ou telle autre personne soit consultée pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il peut faire pour le pays. Et en venant, on ne laissera pas la personne travailler librement comme ça. Il faut un contrôle. Il faut que les inspections, je parle bien des inspections. Ici, on est content pour l'inspection des finances, l'IGF, qui a très bien travaillé. Bien sûr, nous sommes encore des humains. Il y a toujours des défauts dans chacun. Mais sinon, nous ne pouvons qu'applaudir. Mais les inspections, il doit y en avoir pour tous les domaines du pays. Tous les secteurs, il faut des grandes inspections et les inspections doivent être échelonnées. Donc, il y a certains inspecteurs qui doivent avoir des inspecteurs aussi et ceux-là doivent aussi avoir des contrôleurs à leur niveau jusqu'à en arriver au niveau du président de la République. Dernière question avant de prendre notamment l'autre intervenant et votre co-débatteur, le chef de l'État bien sûr, est parfois mal entouré, mais il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la sélection, mais notamment du casting. Est-ce que ne croyez-vous pas que le chef de l'État aussi est parfois muselé par lui-même, par le jurisprudence et par le multiple lois qui réglemente le fonctionnement et du gouvernement et de l'appareil, notamment gouvernemental, comme par exemple, il doit tenir compte des quotas, il doit tenir compte des répartitions des sièges, et j'en passe. Ne croyez-vous pas que ce serait aussi une façon de pouvoir engloutir le chef de l'État, de ne pas faire la bonne sélection pour faire le meilleur casting des gouvernants? C'est exactement ce dont je venais de parler tout à l'heure. Comment il faut procéder pour Je crois que au début de son dernier mandat, ou faire quoi? Au début de son dernier mandat, j'ai conçu la politique de l'administration parallèle. Nous avons frappé à la présidence, mais on n'y est pas entré. Curieusement, il y a des gens qui se sont accaparés de nos documents et après j'ai vu que c'est ce que le président a appliqué. La politique de l'administration parallèle. On pouvait voir la présidence diriger les choses d'une certaine façon et le gouvernement constitué à l'époque de FCC cache, c'est ça? Oui. Et là aussi, il y avait, mais quand même le président boostait les choses à sa façon jusqu'à ce qu'il s'est en sorti. Sinon, il serait vraiment embourbé. C'est-à-dire, il y a toujours des gens, comme je disais tout à l'heure, des gens qui réfléchissent pour sortir de toutes ces lois qui empêchent le président de travailler comme il le pourrait. Ce n'est pas en allant contre ces lois, mais on peut, d'ailleurs certaines ne sont même pas des lois, ce sont des petits accords. Des petits accords, quand on les observe un peu de loin, on voit qu'il y a de la malice dedans, c'est juste pour venir faire la prédation. Merci beaucoup Alain Biloukidi. Merci beaucoup pour cette contribution fructueuse. Joatan Bongo, on prend le vif du sujet. Le chef de l'État adresse une invitation à l'opposition congolaise. Je sais, vous êtes déjà de la tendance à pouvoir ne pas accepter qu'il y a l'opposition depuis que le feu Etienne Tshisekedi est parti avec son opposition. Hein, c'est ce que vous avez dit un jour sur ces mêmes plateaux. Est-ce que croyez-vous que l'opposition congolaise serait en mesure de pouvoir aussi tendre la main au chef de l'État pour l'intérêt commun?
Oui, monsieur le journaliste, ne dites pas que nous sommes en train de ne pas vouloir avoir l'opposition, non. Vous n'avez jamais accepté. C'est en quelque sorte une lampe témoin pour les pouvoirs. Vous n'avez jamais accepté. La plupart de ceux qui entourent le président de la République, vous reconnaissez qu'il y a ne le disent pas la vérité. Si vous parlez, la plupart de ceux-là qui entourent le président de la République ne disent pas la vérité. Non, mais bref, reconnaissez-vous qu'il y a l'opposition et les opposants farouches. Non, ne dites pas que les opposants farouches. Jusque-là, nous n'avons pas un opposant sérieux. Donc, mais l'opposition, il y a là. Il y a l'opposition, mais nous n'avons pas un opposant sérieux comme à l'époque. Mais vous n'associez pas la qualité à son produit. Est-ce qu'il y a l'opposition? J'ai dit, il y a l'opposition, mais nous n'avons pas des opposants sérieux comme à l'époque. Mais qui symbolise du moins cette opposition? Un opposant qui se dédie, il dit une chose le matin, le soir il se dédie. Quelqu'un qui vous dit que nous n'allons pas aux élections, il interdit même ses poulets ou ses collaborateurs d'aller déposer la candidature à la législation provinciale ou nationale. Il les interdit tous, mais nous arrivons le soir, la même personne se dit non, je vais me porter. Vous ne savez pas nous éclairer, un opposant. Aujourd'hui encore, il y a quelqu'un qui se permet d'interdire à ses élus de ne pas... C'est un opposant. Je dis bien, il y a quelqu'un, ne me poussez pas à citer le nom de chacun. J'aimerais que vous reconnaissez qu'il y a l'opposition. L'opposition, quand même, il y a des acteurs opposants. Je reconnais, il y a l'opposition. Il y a l'opposition, mais il n'y a pas des opposants sérieux comme il faut. Les peuples congolais, ce n'est pas pour rien que les peuples aujourd'hui s'alignent à côté du président de la République. Tout le peuple, la majorité des Congolais s'alignent aujourd'hui à côté du président de la République parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de personne sur qui, dans l'opposition, la population peut compter. Je n'ai pas posé la question pour chanter à la gloire du chef de l'État. Il est déjà chef de l'État. Non, je suis en train de poser une question. Je venais de poser une sous-question de savoir s'il n'y a pas de réponse. Continue avec la première question. Est-ce que l'opposition aujourd'hui, que vous ne reconnaissez pas, peut aussi tendre la main pour accepter en guise de l'intérêt général? Oui, vous savez, on fait la politique. Aujourd'hui, il y a un écrivain, Bobo Chouette, définit la politique, l'art de procurer le bien-être social. C'est ça la politique. Si ces opposants-là font la politique pour permettre à la population de bien vouloir de bien survivre, ils ont l'intérêt de bien saisir la main que le président de la République les a tendue. Donc, si vraiment ils font la politique pour le bien-être de la population. Mais malheureusement, je vous dirais, malheureusement, la plupart des opposants que nous avons aujourd'hui ne font pas la politique pour le bien-être de la population congolaise. Seulement, ils font la politique pour leurs intérêts personnels. Je vous donnerai un exemple. Vous avez déjà vu dans ces pays, monsieur le journaliste, je sais que vous êtes un journaliste qui a émergé beaucoup longtemps, mais vous avez déjà vu dans ces pays un opposant mobiliser les gens pour réclamer le prix de pain ou la hausse du prix de pain. Non, ouais, non, vous avez déjà vu. Vous pouvez me citer un opposant. Depuis que nous sommes au pouvoir, quel est cet opposant qui a mobilisé la population? Vous ne m'avez pas donné les noms. Laissez-moi, monsieur le journaliste. Mais du moins, vous avez déjà vu cet opposant. S'il y a cet opposant, vous me les citez. Il n'y en a pas. Tous, ils mobilisent la population pour les intérêts personnels. L'opposition qui a fait la démarche. Laissez-moi aller. Est-ce qu'il est dans l'opposition? Je ne suis pas censé vous donner vous m'avez posé la question si l'opposition va se saisir de la main que le président les a tous ces opposants-là qui font la politique pour le bien-être social, ils vont en profiter. Je vous dis, tous ces opposants-là qui font la politique pour le bien-être social, ils vont en profiter. Mais seulement ceux qui pensent que leurs intérêts priment au-dessus de l'intérêt de la population, ils vont les saboter.
Parce qu'ils cherchaient à tout prix qu'ils aient des pouvoirs et tellement qu'ils ne l'ont pas eu, ils vont chanter les cacao. On le sait très bien. Et donc, le président de la République, ayant compris qu'il est temps, nous avons eu les pouvoirs. Cette victoire n'est pas une victoire de l'UDPS. Déjà une victoire qui n'est pas née de la dernière pluie. Le chef de l'État, il ne connaissait pas cette victoire n'est pas une victoire de l'UDPS, non plus de l'Union sacrée, mais c'est une victoire de toute la nation. Et bien, pour travailler pour l'intérêt de la nation, il serait mieux de faire appel à tout le monde, de se joindre à nous, pour qu'ensemble, nous mettions en place des idées qui peuvent nous aider à évoluer. Messieurs les journalistes, nous devons savoir que nous n'avons que ces pays. On peut tous se diverger. On peut tout parler, nous n'avons la République démocratique du Congo comme étant le pays. Mais vous ne voyez pas que nous sommes en train de tournoyer en rond. Est-ce que l'opposition d'aujourd'hui, quelles sont les innovations que l'opposition d'aujourd'hui a apportées? Si ce n'est que les actions qui ont été proposées jadis par les sphinx délimités, l'un dit que non, je n'irai pas aux élections, mais il ne l'a pas aussi respecté. L'autre se réveille pour dire que non, mais il demande à ses députés non. C'est le peuple qui a donné le suffrage à ses députés. Le peuple les a votés pour que, à leur tour, qu'ils fassent en sorte que ce peuple bénéficie de la sécurité, de la paix et de la sécurité. C'est de là même l'idée de Léviathan que Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau ont développé. Que nous vous déléguons de notre liberté pour qu'en revanche, vous nous garantissiez la paix et la sécurité. Le peuple a voté ses députés pour que ces députés partent là-bas à l'Assemblée, interpellent tous ces ministres voleurs. Vous avez entendu un pasteur qui a prié, qui a dit que nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui ne s'oublient pas, de ceux qui sont là que pour leurs propres intérêts. Nous sommes fatigués de ça. Et maintenant, le peuple a voté ses députés pour qu'ils aillent parler en leur don, pour qu'ils aillent parler pour le compte de cette population. Et maintenant, vous, soi-disant une autorité morale d'un parti politique ou d'un regroupement, vous vous hasardez de saper la volonté de la population en demandant à vos députés de ne pas se siéger. Moi, je pense qu'un député sérieux, qui sait pourquoi il a été élu, il ne va pas emboîter les pas. Merci. Nous n'avons pas, pour atterrir par rapport à la question, nous n'avons pas, certes, il y a une opposition, mais on n'a pas une opposition sérieuse, telle que le Tiens Ségué l'avait dit, le jour où l'UDPS aura le pouvoir, il n'y en aura pas l'opposition dans le vrai sens du mot. Est-ce que vous rêvez aussi redevenir, après ces mandats, encore dans l'opposition, l'UDPS? J'ai dit non, mais vous savez que... il n'y en aura plus l'opposition. La théorie du pouvoir nous permet de conserver ces pouvoirs depuis le longtemps que possible. Il y a des auteurs qui en ont parlé. Et vous savez que nous avons le pouvoir. Vous pensez la Constitution dit autre. Non, excusez. La Constitution interdit les présidents de la République de briguer un suffrage. Mais interdit pas un regroupement. Excusez. La Constitution interdit une personne. Quand vous êtes président de la République, vous avez eu un mandat. Alors vous ne pouvez pas briguer un autre mandat. Mais la Constitution n'interdit pas une famille politique. C'est ça. Quand on parle de la conservation des pouvoirs, on ne voit pas dans son individualité, dans la personnalité d'une personne. Non. On voit dans sa collectivité, vous êtes un groupe, vous êtes un regroupement, vous comptez à conserver les pouvoirs. C'est ce que nous, d'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir. Et nous pensons que le peuple est à notre côté et nous allons conserver ces pouvoirs au plus longtemps que possible, tel que les philosophes le disent. C'est une théorie constructive taillée sur mesure pour vos propres intérêts. Non, ce n'est pas pour nos propres intérêts. Non, excusez, il ne faut pas faire avaler, monsieur le journaliste, il ne faut pas faire avaler à la population ou à ceux-là qui nous suivent. Vous avez pas non, c'est loyal pour un politique qui est au pouvoir, de mettre des stratégies pour conserver ses pouvoirs en travaillant pour le bien-être social. Je vous concède le droit. Merci, c'est votre point de vue. Alain Bilouki dit, la même question se pose. L'opposition congolaise, est-ce qu'elle existe-t-elle? Oui, l'opposition existe. L'opposition est là. Il
Il y a tant de personnes qui sont des bonnes, il y a tant qui sont mauvaises. Au risque de ne pas embraser le pays dans un chaos post-électoral, le chef de l'État a vu l'enjeu, les dangers qui pouvaient peut-être embraser, faire noyer la nation tout entière. Il a fait appel à l'opposition. Pensez-vous que, comme l'a dit Jonathan Bongo, il est le commandant, mais moi je me pose la même question, si nous tournons autour du pot, si nous sommes dans un cercle vicieux, et si c'était dans une mer, c'était lui le commandant des bords. Et aujourd'hui, le chef de l'État tend la main pour que nous puissions sauver ensemble ces bateaux qui est le pays. Quelle est votre appréhension et point de vue? Merci beaucoup. Si le président de la République, étant le garant de la nation, le garant de la sécurité, dit qu'il tend la main... Je vous prie de respecter vos 2 minutes, s'il vous plaît. Oui. Si il le fait pour que le pays puisse avancer, c'est une bonne chose. S'il le fait pour satisfaire certaines personnes parce qu'il a peur que le pays puisse être dans le chaos, je vous rappellerai que le pays est déjà dans le chaos. Déjà depuis longtemps, ça fait plus de 20 ans que le pays est en train de croupir dans la guerre. Et dans l'opposition là, il y a des gens aussi qui tirent des ficelles. Ils ne sont pas blanches comme neige. Ils ne sont pas blancs comme neige. Ces gens ne sont pas dans la majorité dans le pouvoir. Même dans la majorité, il semble qu'il y en a. C'est pourquoi moi je ne vois pas les choses en termes d'opposition et de majorité. Je ne vois pas en termes de conserver le pouvoir ou le perdre. Je vois les choses dans les individus qui veulent travailler pour le pays. Mais il y a les individus qui protestent, qui sont des antagonistes, quoi, depuis normal qu'il y ait l'opposition et majorité. Le président de la République a ce pouvoir discrétionnaire de travailler avec n'importe qui. Même ceux de la majorité, ceux de l'opposition, ceux de la société civile. Donc, il peut se lever, il dit, telle personne a beaucoup de compétences, il sera à telle place. Donc, il est capable de faire ça. Mais ce n'est pas dans un sens qu'on puisse faire comme si on était dans une crise post-électorale. On n'est pas dans une crise post-électorale parce que le président de la République a été élu avec beaucoup de fastes. Nous avons célébré sa victoire dans tout le pays, mais il faut qu'il puisse se mettre au travail en choisissant les gens qui peuvent travailler pour le pays, non pas satisfaire des volontés des mécontents. Quand il fait ça, les gens viendront s'asseoir encore pour les contraindre à l'échec et il y aura encore des plaintes. Et cette fois-ci, vous voyez que c'est son dernier mandat. Il risque de sortir par la fenêtre. Il risque de sortir par la petite porte. Parce que c'est le dernier mandat. Comment il va se justifier? Parce qu'on a dit non, c'était le FCC cash, donc c'était une contrainte politique. C'est pas une façon de faire appel à l'opposition pour sauver son deuxième mandat. S'il fait ça, alors il veut se faire une certaine zone de confort. C'est-à-dire, moi je m'assois, je prendrai l'opposition et sera là. Si nous échouons ensemble, nous allons se justifier. Non, mais cette fois-ci, il doit aussi penser à conserver pour sauver sa famille politique, pour conserver l'ensemble, le nom du père, le nom du père de qui nous tous nous avons dépendu. Hein? Nous dépendions tous de feu Étienne Tshisekedi. Nous tous, j'ai dit, nous avions l'esprit UDPS. Même si on n'était pas du parti politique UDPS, comprenez-moi bien. On avait l'esprit IDPS, même si on n'était pas d'IDPS. Tous tels que nous sommes là, nous portons des cicatrices de cette lutte que nous avons menée ensemble. Il faut qu'il puisse nous justifier. Il faut que le président de la République puisse faire quelque chose qui puisse réussir, afin que la mémoire de feu Étienne Tshisekedi puisse demeurer longtemps. Sinon, on va l'oublier, on oubliera aussi le président de la République. Afin que nous disions que ça a réussi, qu'est-ce que le chef de l'État doit faire prioritairement? Un secteur. Il doit toucher où? Puisqu'il n'est pas omniprésent, hein, il n'est pas aussi omniscient. Il ne connaît pas par où aller, peut-être parce que c'est aussi la raison qu'il a fait appel à l'opposition, comme vous venez de le dire, mais il peut toucher où pour impacter positivement son mandat? Je vous dis, un pays ne se gère pas comme si on faisait la mathématique. Il y a toujours
des secteurs Il suffit que ça qui réussisse. marchent toujours ensemble. Il n'y a aucun secteur à lui seul peut améliorer tout le pays. Mais il ne peut n'y en a pas le faire en 5 ans. Mais du moins, il y a des secteurs, si vous ne tenez pas compte de sa bonne marche, eh bien, tout ne va pas non plus marcher. Mais si ça marche, il faut que l'autre aussi marche. Donc, ici, nous sommes dans le cas de la sécurité. Je reviens encore. Si nous étions disciplinés, je vous dis peut-être la moitié des Congolais seraient des militaires. Soyez concis, citez-moi deux secteurs. Premièrement, l'armée, la sécurité. Si nous étions disciplinés, même là où nous sommes en train de parler, nous aurions déjà eu une formation. Parce que nous, les Congolais, nous devons être des combattants en ce moment. Laissez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Laissez-moi Maintenant, vous avez épuisé votre temps d'antenne. Il suffit d'aller très vite. Vous savez qu'aujourd'hui, nous regardons au Rwanda. Demain, ça pourra être l'Angola. Après-demain, ça pourra être la Tanzanie. C'est-à-dire, nous, les Congolais, nous aurons toujours des ennemis. Nous devons armer la conscience de nos enfants. Nous devons armer la conscience de nos mamans, de nos étudiants, de nos députés. Qu'il n'y ait plus d'aventure. Nous ne pouvons plus évoluer dans l'aventure. Nous devons être sérieux. Il faut que le président de la République s'élève. Il faut qu'il y ait du sérieux dans l'être congolais. Merci beaucoup. L'intégrité de la nation dépend, mais notamment la vente de l'image positive de notre pays et le respect de ce que nous devrions et de ce que les nations doivent avoir à l'égard de notre cher et beau pays en dépend aussi. Nous devrions faire comme ça. Merci beaucoup Alain Biloukidi. Nous allons directement prendre le sujet Gentini Ngobi, la ville province de Kinshasa. 3 minutes seulement pour parachever. La ville de Kinshasa aujourd'hui a connu un projet qui était Kintoko, mais faute d'arrangement et d'organisation, le projet devrait essentiellement être appelé autrement et ils ont encore une fois inventé un autre projet. Dans l'ensemble, est-ce que croyez-vous que le poids sur lequel le gouvernement, pardon, en fait, les gouverneurs actuels, Gekoko Ngobila, qui pourrait essentiellement peser sur lui, est-ce qu'il peut être compétent à mesure de le faire rapidement? Oui, monsieur le journaliste, pour être un peu plus rapide, je vous dirais que nous, à l'époque, nous savions déjà ce qui pourrait nous arriver aujourd'hui. Puisque même les jours où Ngobila était élu gouverneur, vu son bilan au niveau de Yumbi, nous savions qu'il n'allait rien faire. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et on les décriait à plusieurs reprises, mais on ne nous l'acceptait peut-être pas. Aujourd'hui, il y a Gekoko qui prend le relais. Bon, nous estimons qu'il va quand même mieux faire au vu de tout ce que la population est en train de réclamer, puisque la ville de Kinshasa est aujourd'hui la plus sale, la ville la plus délaissée. Aujourd'hui, c'est comme si nous n'avons pas eu les gouvernements. Mais les gens diront que Ngobila est de l'Union sacrée. Mais j'insiste ici que Ngobila a été élu sous la baie de FCC et il a encore... il continue le cadre de l'IFCC. Voilà la raison pour laquelle il a fait ce qu'il devait faire. Mais heureusement que la population est prudente et nous allons bientôt même mettre en place... Merci beaucoup, Jonathan Bongo. Merci beaucoup. Alain Biloukidi, 30 secondes concernant la gestion de la ville-province de Kinshasa. Oui, la ville-province de Kinshasa, c'est l'image du pays. Parce que nous avons la plus grande ville, la seule que nous avons, c'est Kinshasa. Et ça mène toute l'image du pays, ça vend le pays tel que la ville se comporte. Alors, réussir Gekoko, il a combien de temps pour réussir d'abord? Parce que Ngobila, quand il entrait déjà, quand il a annoncé son initiative, quand il avait expliqué, j'avais déjà prédit qu'il ne pouvait pas réussir. On ne vient pas, on dort, d'un bon matin on se réveille et puis on dit je vais faire telle chose. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Vous avez loué l'initiative de démolition, non? Oui, j'ai loué l'initiative. Malheureusement, je suis surpris qu'il n'avait pas de projet sur ça. Ce n'est pas un projet. Ce n'est pas le fait qu'on vient dire... Merci beaucoup. On va encore une fois revenir sur ces plateaux pour encore une fois analyser et réfléchir à haute voix concernant les multiples questions. Le temps fait défaut, notamment, nous devons le savoir, la télévision c'est le temps. Restez bien chez vous, madame, messieurs. Cette émission prend fin et encore une fois, aimons d'abord le Congo, ensuite les Congos et enfin les Congos. Au revoir, pêchez-vous et bonne semaine à tous.